Sur les impacts politiques possibles du retour de la question de l'avortement sur la scène fédérale, je retrouve nos politologues en résidence, Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. On apprenait un peu plus tôt aujourd'hui que le caucus conservateur s'est fait demander par le bureau de la chef Candice Bergen de ne pas commenter la possible décision de la Cour suprême des États-Unis sur le droit à l'avortement. Daniel, est-ce que ce débat aux États-Unis, ça pourrait avoir un impact sur les conservateurs au Canada? Oui, ben c'est un débat qui les place dans une position inconfortable. Et d'ailleurs, Candice Bergen, plus tard, après avoir demandé, ou le parti a demandé donc aux députés, aux sénateurs de ne pas parler de ce qui se passe aux États-Unis, et ensuite elle-même publié un communiqué sur le sujet. Donc, on peut voir que c'est un sujet délicat pour les conservateurs et que ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, après la publication donc hier de cet article dans Politico, ça reste, c'est pas encore officiel là, concernant Roe versus Wade, mais si c'est vraiment le cas, je pense que ça va créer une situation un peu compliquée pour les conservateurs au cours des prochains mois durant leur course au leadership. Ouais, Geneviève, justement, parce que Daniel le dit, la question de l'avortement, ça divise les conservateurs et ça, on le sait depuis longtemps. Des 6 candidats qui briguent officiellement la direction du Parti conservateur, il y a seulement Leslyn Lewis qui est opposée à l'avortement. Est-ce que la page est tournée pour les conservateurs sur l'avortement ou si ça pourrait revenir encore les hanter, notamment dans la course au leadership? Ça va revenir les hanter forcément. Vous avez mentionné Leslyn Lewis. Effectivement, c'est elle qui porte le dossier. On n'en a pas beaucoup parlé, mais elle s'est fait élire députée conservatrice fédérale à l'automne passé. Donc, elle va avoir plus de visibilité pour en parler. Et ça lui permet aujourd'hui, cette annonce-là d'hier, ça lui permet aujourd'hui de parler, de ramener le débat à l'avant-plan. Alors, non, les conservateurs n'ont pas encore de politique stable qui unifie tous les membres du parti. On est loin de là, d'ailleurs. Et c'est tout à fait une occasion où ça risque de provoquer la division, ça c'est certain. Et d'ailleurs, le Parti conservateur a dit à son caucus de ne pas parler, mais il y a des prétendants, il y a des candidats au leadership qui ne font pas partie du caucus. Je pense à Patrick Brown, par exemple. Jean Charest, c'est la même chose. Mais Patrick Brown qui a fait une déclaration en disant, moi, je m'oppose à cette décision-là. Alors, oui, on va continuer à en parler. Ouais. Je veux vous entendre entre-temps sur les élections ontariennes. Le premier ministre Doug Ford a demandé cet après-midi à la lieutenant-gouverneure de dissoudre l'Assemblée législative. La campagne est donc officiellement lancée en Ontario pour un scrutin, on le sait, le 2 juin. Geneviève, je vais rester avec vous. Les sondages tendent à démontrer une avance pour Doug Ford. Est-ce qu'il part, en effet, le favori dans cette course, selon vous? Ah oui, très clairement. Autant il n'était pas le favori à l'élection précédente en 2018, autant cette fois-ci, il est le favori. On le voit dans les sondages, on le voit dans le financement des partis aussi. C'est le Parti conservateur qui a le plus de fonds. On le voit aussi dans les enjeux. Beaucoup de questions sur le coût de la vie, par exemple, comment on va faire pour aider les Ontariens. Et ça, c'est vraiment dans le territoire de M. Ford. Donc, c'est lui qui a tout à gagner pour la prochaine élection. À vrai dire, ce qu'on se demande pour l'instant, c'est qui va être le deuxième parti, qui va être l'opposition officielle. En ce moment, c'est le NPD, mais peut-être que les libéraux vont faire un retour en force et vont prendre la place. Et après, on verra la campagne qui vient de commencer parce que là, tout peut arriver et il pourrait y avoir des renversements. Mais pour l'instant, oui, ce sont les conservateurs qui sont en bonne position. Qui partent favoris. Daniel, on a pu observer, je dirais, une certaine harmonie dans les relations entre Doug Ford et Justin Trudeau depuis quelque temps. M. Trudeau était d'ailleurs avec Doug Ford hier pour une annonce en matière de véhicules électriques. Quel impact ça pourrait avoir sur la campagne en Ontario, vous pensez? Ben, écoutez, je pense que Justin Trudeau a intérêt à garder des bonnes relations avec Doug Ford parce qu'il a de très bonnes chances de rester premier ministre de la province après les élections du début juin. Donc, est-ce que ça va nuire aux libéraux sur le plan provincial? C'est sûr que j'ai pas l'impression que Justin Trudeau va se mêler de cette campagne-là. On se souvient en 2019, lors des élections fédérales, que Doug Ford, c'était un peu l'ennemi public numéro 1 de Justin Trudeau. Et puis Doug Ford s'était en fait caché ou avait disparu durant la campagne fédérale pour ne pas nuire aux conservateurs au fédéral. On est dans une situation très différente là, 3 ans plus tard. Et on voit que oui, une relation cordiale entre Justin Trudeau et Doug Ford. Et Justin Trudeau sait très bien que Doug Ford a de très bonnes chances de rester premier ministre. Alors, il ne veut pas prendre de risques et il va garder de bonnes relations, je pense, avec le premier ministre de l'Ontario.
Oui, Geneviève, je vous pose la question à l'inverse. Quel impact pourrait avoir cette élection en Ontario sur la scène fédérale? C'est pas beaucoup d'impact, j'ai l'impression, parce que les choses vont relativement bien en ce moment. Et M. Ford peut remercier M. Trudeau parce que avec l'entente qui a été négociée entre les libéraux et le néo-démocrate sur la scène fédérale et l'offre de nouveaux services publics, M. Ford peut dire, ben j'ai pas besoin de m'en occuper, le fédéral va s'en occuper, il va vous faire les soins dentaires, il va faire l'assurance médicaments, et M. Ford peut se consacrer sur d'autres thèmes. Aussi, M. Ford maintenant a compris comment fonctionnait la Fédération canadienne, a compris que la Fédération forte, ça aide l'Ontario à rester fort lui aussi. Donc, la relation qu'on a vue ces derniers temps entre les deux premiers ministres, je pense qu'elle va continuer. Je serais surprise que M. Ford fasse des attaques sérieuses envers M. Trudeau durant la campagne électorale. Il va peut-être en faire un petit peu juste pour fouetter ses troupes, mais rien de majeur à mon avis. Donc, je pense pas que ça va amener de grands changements pour la suite des choses. Oui, on verra effectivement au cours des prochaines semaines. Je veux vous entendre entre-temps sur cette motion controversée à la Chambre des communes, ce qu'on appelle la motion 11 qui a été introduite la semaine dernière et qui permet au gouvernement de tenir des séances de travail, en fait des débats jusqu'à minuit chaque soir, et qui permet aussi d'ajourner les travaux du Parlement avant la date prévue au mois de juin. Daniel, les conservateurs soutiennent que le premier ministre Trudeau, en fait, cherche à se créer un public et non pas une opposition. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Oui, je pense que le danger pour les libéraux, c'est d'avoir l'air un peu arrogant parce qu'ils ont maintenant le soutien, je dirais presque indéfectible du NPD pour les prochaines années. En tout cas, c'est l'entente qu'ils ont signée. Donc, il y a un peu un risque pour les libéraux. En même temps, ils disent que les conservateurs font de l'obstruction. Il faut qu'on fasse avancer notre agenda législatif. Et ils ont l'appui du NPD au sujet de cette motion-là. Mais les conservateurs, je pense, ont beau jeu de critiquer les libéraux et de mentionner le fait que ça pourrait, éroder le rôle de l'opposition, surtout évidemment des conservateurs, parce que le NPD est en faveur de ce geste-là. Oui, le Bloc québécois aussi critique cette motion 11. Geneviève, en fait, est-ce que vous pensez que cette motion va à l'encontre du rôle du Parlement? Ah oui, c'est clair, parce qu'effectivement, le gouvernement doit rendre des comptes aux partis d'opposition. Puis il a beau pas aimer les tactiques de l'opposition, c'est l'opposition qui doit les faire, qui doit poser aussi les questions. Ce qui est aussi surprenant, c'est que ça fait des années qu'on parle maintenant de changer les horaires de la Chambre des communes pour la rendre plus agréable pour les gens qui ont des jeunes enfants, par exemple. La question de la conciliation famille-travail, c'est certainement pas avec des séances qui vont jusqu'à minuit le soir, puis en condensant qu'on va aller dans cette direction-là. Donc, les libéraux envoient un drôle de message. J'ai l'impression qu'ils se sentent un peu pressés par le temps. Alors oui, ils ont une entente signée avec le NPD, mais il n'y a rien qui dit qu'à l'automne prochain, le NPD ne regrettera pas cette fameuse entente-là et va peut-être changer la dynamique. Donc, je pense que les libéraux veulent passer le plus rapidement possible leur propre projet de loi pour avoir ça et ensuite en prendre le crédit. Mais c'est bizarre comme tactique et c'est certainement pas bon pour les institutions démocratiques parlementaires canadiennes. Et pas bon non plus pour la conciliation travail-famille, comme vous dites, Geneviève. Daniel, merci beaucoup. On se retrouve bientôt. Merci, au revoir. Bonne soirée. Au revoir.